propose d'avancer discrètement et délicatement vers la fin de cette journée avec une table ronde. Maintenant, on va continuer l'exploration de différentes méthodes et approches originales de concertation autour de la gestion de l'eau avec Christophe Vivier, qui est directeur de l'EPTB Fleuve-Hérault, l'établissement public TB, j'ai un doute, territorial de bassin, qui va nous présenter une démarche originale de concertation pour une prospective au sein du bassin de l'Hérault. Ludovic L'Huissier, allez-y, commencez à vous installer. Ludovic L'Huissier, qui est directeur sciences et innovation et méthodes à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Et puis enfin, Nina Graveline, économiste à INRAE, spécialiste de l'adaptation au changement climatique, de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Vous connaissez, Nina, tu auras le droit à un micro toute seule, du coup, parce que vous êtes trois. Et donc, voilà, avec Ludovic, on va avoir un panel des actions de concertation et de la pédagogie que met en œuvre la CACG. Et puis avec Nina, la présentation d'une approche déployée, une approche là aussi originale, déployée dans le cadre d'un projet que tu vas nous détailler, le projet Talanoa. Donc lors de la concertation, lors de la table ronde introductive et au gré des interventions, on a beaucoup évidemment, et depuis ce matin, parlé de la question du partage équitable des ressources, de la mobilisation de différentes parties prenantes dans diverses instances. Et donc, avec vous, on va explorer, encore une fois, au travers de votre retour d'expérience propre, quelle méthode de concertation employer pour arriver à ce que les parties prenantes se mettent d'accord sur un futur souhaitable et définissent ensemble des règles de gestion commune, ou autrement dit, quelle méthode prospective pour une gestion concertée de l'eau plus effective. Je vais commencer avec vous, Christophe, en vous posant la question suivante. Pourquoi engager de tels travaux de concertation et quels sont les contextes dans lesquels s'inscrivent ces démarches? Quels sont les acteurs concrètement impliqués? J'imagine que là, on parle là aussi de PTGE ou de démarches approchantes. Oui, tout à fait. Donc, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Christophe Vivier, le directeur de l'EPTB du Fleuve-Hérault. Donc, je suis un directeur, je suis un fonctionnaire. Je ne suis pas un élu d'une de ces structures territoriales. Sur le bassin du Fleuve-Hérault, on a la chance d'avoir un SAGE et donc une clé, une commission locale de l'eau, qui a travaillé depuis une dizaine d'années avec un SAGE approuvé et un PGRE, plan de gestion de la ressource en eau, première génération. C'est-à-dire qu'on a déjà une expérience de partage de la ressource en eau, mais ancienne génération, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte les effets du changement climatique. Et donc, tout le monde aujourd'hui, les institutions, mais aussi tous les acteurs de terrain, viennent nous voir et nous disent mais quand est-ce qu'on refait cet exercice de partage de la ressource sous contrainte de changement climatique, parce que tout le monde se rend compte que c'est maintenant une évidence, il n'y a plus beaucoup de monde à convaincre. Donc, voilà le contexte. Et donc, on a lancé très récemment la révision de notre SAGE, le grand plan de gestion de l'eau qui datait de 2010. Et on arrive également en fin de la validité de notre PGRE, puisqu'il a été prolongé jusqu'en 2024. Et donc au-delà, la question va se poser de passer en PTGE ou pas. Et donc c'est pour ça que vous avez lancé cette démarche de concertation. Du coup, voilà, pour apporter de la matière à ces deux démarches de planification de la gestion de l'eau, on s'est lancé dans une démarche de prospective qu'on a appelée Eau et bassin de l'Hérault 2050. Original. Désolé. Et qui a été confiée donc, après un appel d'offres au bureau d'études BRLI qui vous a fait une présentation tout à l'heure. Donc c'est bien une démarche institutionnelle, en tout cas qui s'appuie sur des processus institutionnels. Qui se base sur la commission locale de l'eau, donc qui est le Parlement local de l'eau, tel que la loi sur l'eau de 92 l'a conçu, et dont nous avons la chance d'en avoir un sur le bassin de l'Hérault. Je pense que tous les rapports qui sortent actuellement poussent à ce que les commissions locales de l'eau soient maintenant répandues sur l'ensemble du territoire national. Et l'objectif, c'est bien de définir ensemble, du coup, une trajectoire d'adaptation? C'est ça, c'est-à-dire que... C'est à la fois une cible, mais une trajectoire. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de faire travailler ensemble les acteurs. C'est pour ça que je parle vraiment de concertation et multi-acteurs, pour qu'on essaye de s'accorder sur une trajectoire de la gestion de l'eau adaptée au futur climatique possible. Donc je pourrais revenir plus en détail sur la méthode tout à l'heure, mais c'est bien l'objectif. Et Ludovic, ce type de démarche institutionnelle, c'est des choses dans lesquelles la CSG est très impliquée, évidemment.
Oui, évidemment, on ne peut pas y échapper. Ça fait partie des processus. Et alors, je ne sais pas si je mets tout de suite le coin. Banco. Vas-y. Ok. Parce que une des questions qu'on s'est posées il y a quelques années, on a fait une thèse en géographie sur ce sujet-là, parce que cette concertation institutionnelle qui est indispensable, nécessaire, et qui, on l'a vu aujourd'hui, produit quand même de plus en plus de choses qui me paraissent intéressantes. J'ai repris un peu de morale quand même dans la journée, ça me fait plaisir. Mais en réalité, on a été confrontés, nous, CACG en particulier, au fait que malgré ces concertations-là, qui parfois sont longues, qui parfois rassemblent beaucoup d'acteurs, qui permettent officiellement, légalement, d'arriver à des planifications qui semblent démocratiquement admises, eh bien, quand les projets derrière sont mis en œuvre, et mis en œuvre dans ce cadre des PTGE, des sages, de la loi, eh bien, parfois il y a quand même de la controverse et de l'opposition qui naît. Et donc, la question qu'on s'était posée dans cette thèse, c'était de se dire, est-ce que c'est suffisant, ces démarches de concertation institutionnelle? Et une des hypothèses qu'on formulait, c'était qu'évidemment, ça n'était pas suffisant et qu'il fallait aller un peu plus loin et peut-être se poser une question de concertation plus large, plus ambitieuse, plus en amont, plus permanente, en fait, et pas seulement inscrite dans des temps où il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard, mais le sujet, c'est vraiment de se dire comment on va vers plus d'ouverture, plus de création de culture commune qui permettent que ces plans institutionnels qui sont nécessaires, encore une fois, je ne remets pas ça en question, puissent derrière déboucher sur des actions concrètes qui ne remettent pas en question tous les acquis de la concertation. Ce sujet d'élargir la concertation, de parler de personne à personne et pas seulement d'institution à institution, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre démarche ? Alors, je ne dirais pas de personne à personne, on reste sur de l'institution à institution, mais oui, c'est un souci. Alors, on n'a pas une expérience négative du travail de la clé sur la construction du SAGE et du PGRE actuel. Heureusement que ça se passe bien dans certains territoires. Voilà, sur notre territoire, c'est plutôt bien passé, ça a été douloureux, notamment la construction du PGRE, mais en tout cas, les décisions qui ont été prises et le vote du PGRE à l'unanimité au sein de la clé, tout le programme qu'il y a au sein du PGRE a été mis en œuvre sans aucune difficulté. Donc, pour nous, voilà, on a un contexte plutôt favorable. Par contre, je partage complètement le sentiment que sur des sujets aussi importants que l'eau, qui intéressent tous les domaines de l'aménagement du territoire, toute la société, on ne peut pas se cantonner à des débats simplement au sein de la commission locale de l'eau, même si je reste convaincu que c'est une instance qui a un triple avantage. D'abord, elle est légale, elle est installée par le préfet et vue par la loi sur l'eau. Ensuite, elle a une légitimité territoriale parce qu'elle est à bonne échelle du bassin hydrographique. Et puis, quand même, elle a une certaine représentativité de la société locale avec les élus. On n'a pas beaucoup parlé des élus aujourd'hui, hein, mais c'est pourtant eux qui décident à la fin. Donc les élus qui sont majoritaires, un collège d'usagers, dont les agriculteurs, dont nous on a France Nature Environnement au sein du collège des usagers, plus ETA. Donc il y a une certaine représentativité. Et pourtant vous êtes allé au-delà. Et pourtant, on s'est dit malgré ça, on sent qu'au niveau de la société et du territoire, il y a une attente à élargir cette concertation. Et donc on a décidé de couper le bassin en 3 d'abord, parce que c'est un grand bassin, et d'aller au plus près des territoires en le coupant en 3, et en élargissant ceux qui ont travaillé sur la prospective territoriale, en allant consulter les SCOT, les schémas de cohérence territoriale. Ce sont à ce niveau-là où il y a de la prospective qui a déjà été faite par des élus, par des acteurs, y compris les agriculteurs, qui ont déjà travaillé sur l'avenir des territoires. Et donc on allait les chercher. On a 3 SCOT sur le bassin de versant de l'Hérault, enfin 4. Et on leur a proposé de travailler avec nous et de nous proposer une liste d'acteurs qui ont déjà travaillé avec eux, avec les SCOT, qu'on pourrait associer
aux travaux de la clé dans tous ces ateliers de travail. Et j'entends que ce n'est pas systématique, du coup, d'associer les acteurs des SCOT dans les démarches PTGE. Alors, de manière institutionnelle, le représentant du SCOT nous siège à la clé, donc on a un représentant, Oui, mais on allait chercher tous les acteurs des qui SCOT ont élaboré les SCOT pour venir participer aux échanges sur la prospective. Nina, je te donne la parole dans une seconde, mais avant ça, ça me semblait important, Ludovic, de rappeler quelques exemples où justement, portés par la CSCG, où vous élargissez ce panel d'usagers, d'acteurs de l'eau, et pas que d'ailleurs, d'usagers de l'eau, dans des démarches de concertation ou de pédagogie. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de profiter des aménagements existants qu'il faut faire vivre et à qui il faut faire rendre les services qu'ils ont à rendre. Je ne sais pas si on entend bien. Et donc de proposer des moments d'échange avec des acteurs qui ne sont pas dans les instances institutionnelles ou qui y sont, mais qu'on va aller voir, non pas pour la posture qu'ils incarnent dans les démarches institutionnelles, mais pour ce qu'ils sont. Dans leur vie quotidienne sur le territoire. Donc on met en œuvre ce qu'on appelle des comités d'usagers, par exemple, autour des lacs qu'on gère, où on va faire discuter à la fois l'exploitant de la CSCG, mais aussi les agriculteurs autour, le gérant du camping, les associations de pêcheurs, vraiment oui, donc les là, acteurs locaux. On n'est pas forcément dans une action de planification, non, mais c'est plutôt en gestion opérationnelle, on gère ensemble c'est la vie quotidienne, voilà, exactement. Et ça nourrira peut-être une culture commune. L'idée derrière ça, c'est de se dire on va partager une culture commune au moins locale et apprendre à connaître quelles sont les contraintes des uns et des autres, les besoins des uns et des autres vis-à-vis de l'accès à la ressource en eau. Et donc ça, on le fait sur ces ouvrages-là. On utilise parfois des ouvrages qui sont remarquables du point de vue de la multifonctionnalité. On a évoqué ces sujets un peu régulièrement, des ouvrages qui vont à la fois être des ouvrages de stockage pour alimenter des rivières, compenser des prélèvements agricoles, permettre de la navigation à l'aval, mais qui vont aussi avoir de la production hydroélectrique, qui vont avoir... on a un ouvrage où on a un espace Natura 2000, donc on a des oiseaux qui viennent, il y a de l'éducation à l'environnement qui se fait autour de cet ouvrage-là. Bref, c'est lequel c'est l'ouvrage de Puy-d'Arieux dans les Hautes-Pyrénées. Donc un site assez remarquable finalement, qui est un site qui a perturbé beaucoup l'écosystème lorsqu'il a été construit, puisqu'on a barré un cours d'eau. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui rassemble des milliers d'enfants chaque année autour de l'éducation à l'environnement et qui finalement produit, d'un point de vue environnemental, écosystémique, peut-être, en tout cas, autre chose que ce qu'il produisait auparavant. Je vais pas dire produit de la nature, entre je ne dis pas si c'est mieux ou si c'est moins bien. Mais ça, c'est un autre voilà. Et donc, toute cette idée de profiter du patrimoine pour partager cette culture de l'eau et la répandre petit à petit au sein de la population, au-delà de des acteurs qui représentent leur corporation, leur institution, ça nous paraît important. Et ce qu'on avait un peu théorisé dans cette thèse que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée de dire, puisqu'on est confronté à ce qu'on appelait la coalition des contres, lorsqu'un projet arrive sur un territoire et que émergent des controverses et parfois des contestations très violentes, il faut qu'on réfléchisse et qu'on agisse très en amont pour créer les conditions de la coalition des pour. Et ça, c'est un pari, parce qu'on n'a aucune garantie que ça va fonctionner, mais ce dont on est certain, c'est que si on ne le fait pas, il y a de grandes chances que les feux de paille conduisent plutôt à la coalition des contre qu'à la coalition des pour. Nina, de ton côté, tu portes une démarche de concertation, en tout cas tu animes ou tu co-animes dans le cadre d'un projet, je l'ai dit, le projet Talanoa, une démarche de concertation et qui, elle, pour le coup, est indépendante d'un schéma institutionnel. Oui, tout à fait. Donc, dans ce projet-là, donc c'est un projet européen, donc effectivement, on n'a aucune contrainte, on n'a aucun commanditaire, donc l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on est complètement libre, et l'idée là, c'est d'aller expérimenter en fait à la fois des approches participatives, et puis justement l'agencement de toutes les briques qu'on a vues dans les présentations des deux Sébastien. Donc à la fois le volet prospectif. Donc l'idée, c'est à la fois qu'on soit dans une philosophie où on va explorer, donc des scénarios exploratoires, on s'intéresse surtout à des forces plutôt exogènes qui s'appliquent à la demande en eau, et en même temps à une philosophie de capacité d'action, donc se dire qu'est-ce qu'on peut faire au sein d'un territoire
et donc on met les deux ensemble pour construire ces scénarios futurs, on va dire globalement à l'horizon 2050, et voilà, essayer de construire ces futurs-là. Donc une démarche, on va dire, parallèle, mais pour autant articulée, quand même, j'imagine, avec des démarches institutionnelles type PTGE ou SAGE. À minima, on va retrouver les mêmes acteurs. Alors voilà, en fait, au début, donc il n'y a rien d'articulé. De fait, on a souhaité monter une gouvernance donc, de ce qu'on appelle un groupe d'acteurs. C'est un groupe d'acteurs qui est complètement ouvert. On a essayé au début d'avoir un maximum de personnes classiquement retrouvées dans ces instances de concertation, typiquement les clés, mais d'aller un petit peu plus loin, notamment sur la profession agricole, en invitant les filières aussi, qui sont des fois pas, notamment par exemple la filière viticole, elle n'est pas identifiée comme un acteur de l'eau, en tout cas. Donc là, on fait un test sur le bassin, un sous-bassin audois. Donc on essaie d'être un peu plus large, on essaie d'ouvrir, donc c'est ouvert à tout le monde, ça veut dire qu'on essaie aussi d'avoir des individus, notamment des agriculteurs, mais ça peut être aussi des individus, par exemple une toute petite association environnementale retraitée. Aussi un habitant, voilà. Quoi. Donc au fur et à mesure du projet et des ateliers, de nouvelles personnes peuvent arriver. Et pour structurer ça, donc on a quand même voulu, on a un copil donc avec on va dire des personnes vraiment très légitimes sur la question, par exemple BRL, l'État, les collectivités et la Chambre d'agriculture. Et on a aussi un rapporteur qui est en fait le mission de chargé de gestion quantitative du SMAR, donc de l'Aude, pour essayer quand même de donner un petit peu de formalisme à tout ça, et notamment en espérant qu'un jour, ça puisse aider le futur PTGE, donc qui va être lancé bientôt. Donc mais on est complètement indépendant en termes de contraintes, on va dire, et ça nous permet d'expérimenter d'un point de vue méthodologique. Bien sûr, on va reprendre ce qu'on a entendu avant avec les PTGE. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'analyse économique aussi, mais de rien s'interdire, et notamment sur le fait d'avoir plusieurs scénarios, un peu dans la philosophie de ce que présentait Sébastien. Donc, notamment, on est reparti des SSP, donc ce sont les scénarios socio-économiques, les pendants des RCP, donc des scénarios climatiques, qui sont mobilisés par le GIEC à l'échelle globale internationale, et on a essayé de downscaler, enfin de réduire l'échelle jusqu'à l'échelle audoise pour tirer la corde des futurs possibles de manière un peu caricaturelle, en recapitalisant sur les travaux de prospective locaux qui existaient, par exemple AFTER aussi. Voilà. Donc vous repartez, vous projetez, disons, vous partez de ce qui se passera en 2050 et vous revenez à qu'est-ce qu'on pourra mettre en place aujourd'hui pour y arriver. C'est un peu ça l'idée, en prenant en compte ces scénarios macroscopiques proposés par le GIEC et en les adaptant aux conditions locales. Et l'idée, c'est de se mettre d'accord d'abord sur ces scénarios cibles pour ensuite construire le chemin pour y arriver. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, justement, dans la mesure où on ambitionne à la fois de faire de la prospective exploratoire, comme on pourrait l'avoir par exemple avec les SSP ou des exercices de prospective classiques, et une prospective dite plutôt stratégique, où là on parle des instruments, des mesures à la fois techniques et de politique publique qu'on actionnera. Et donc tout ça avance un peu en parallèle. Donc là, par exemple, suite au dernier atelier principal, on a déjà des scénarios, donc 4 scénarios qui sont narratifs, rédigés, qui présentent l'ensemble du contexte à la fois exogène et local de développement de l'agriculture. Et également qui essaie de caractériser quelles peuvent être les grandes tendances en termes de gouvernance et de gestion de l'eau dans ces scénarios. Mais tout au long du projet, donc qui mobilise, j'en ai pas du tout parlé, mais on travaille aussi avec de la modélisation, donc des outils classiques mobilisés par la recherche, à la fois hydrologique, agronomique et économique. L'idée, c'est bien de consolider ça peu à peu et de nourrir, de renchérir ces scénarios qui sont vraiment un produit à la fin du projet. Donc là, on n'en est qu'à une étape. Voilà. Mais l'idée, c'est aussi de venir, encore une fois, illustrer, ancrer ces grands facteurs macro, socio-économiques des SSP produits par le GIEC avec des réalités très concrètes du territoire, avec des projets locaux d'aménagement, la LGV et ce genre de choses. Exactement. L'idée, c'est en fait, on s'est inspiré des SSP. Bon, je ne l'ai pas dit, mais l'énorme avantage de travailler avec des scénarios socio-économiques. Donc l'idée de ces scénarios socio-économiques qui sont qui sont remobilisés par le GIEC, il y a 2 axes. Il y a un axe de libéralisation versus quelque chose qu'on pourrait appeler de régionalisation économique. Et l'autre axe, c'est notre ambition par rapport à la décarbonation. Et en fait, ces 2 axes, ils vont facilement permettre de reboucler avec les hypothèses liées aux scénarios climatiques que vous connaissez tous, les RCP 2.5 jusqu'à 8.5. Donc en fait, là où c'est très commode, c'est que nous, on travaille
localement à caractériser qu'est-ce que c'est que l'évolution, enfin, une évolution assez caricaturale du futur local en termes d'économie, de développement agricole et éventuellement jusqu'à la gestion de l'eau, et d'avoir le forçage climatique qui correspondra. Voilà, on peut en discuter des heures. On est, voilà, comme l'a dit Sébastien, c'est vraiment des ordres de grandeur. On explore le futur. On n'est pas du tout voilà, dans de la dentelle. Mais l'avantage, c'est qu'on construit à la fois des scénarios économiques et l'utilisation d'hypothèses hydrologiques ensuite qui sont établies avec des modèles hydro de géo. Voilà, d'avoir cette correspondance-là et de travailler sur des scénarios qui se tiennent et des visions qui peuvent être à la fois quantifiées d'un point de vue hydrologique et économique et d'occupation du sol, et également d'un point de vue du narratif. Donc je reboucle un peu voilà, avec tout ce qui est plutôt concertation et voilà, le narratif du développement local, du développement territorial et agricole. Christophe, vous avez vous aussi souhaité adosser votre démarche de concertation à un support méthodologique ou d'expertise issu de la recherche publique? Oui, d'abord la prestation qu'on a commandée, elle est notamment issue des nombreux guides qui ont été produits par certaines instances, dont notamment également le guide de comment on mène de la concertation et de la prospective, celui produit par l'Agence de l'eau, qui est financeur de notre démarche. Donc on n'est pas parti de rien. Et puis peut-être une particularité, c'est que on s'est attaché aussi l'accompagnement de quelques scientifiques locaux sur diverses étapes de la prospective, qui ont bien voulu répondre à mon appel. Et donc on aura des hydrologues de l'IRD, des hydrogéologues professeurs à la fac, qui ont travaillé sur la prospective, sur les impacts du changement climatique, sur la ressource en eau, les débits des cours d'eau, les températures, etc. Et donc on a essayé d'élargir un petit peu au-delà des membres de la clé, donc en allant chercher les acteurs des SCOT, mais aussi d'avoir cette expertise scientifique sur le changement climatique qui va nous accompagner tout le long de la démarche. Et ça pourra permettre d'éclairer peut-être certaines controverses naissantes autour de l'impact de solutions possibles. On pense à des infrastructures d'eau notamment. C'est ça. On espère que la présence de certains noms renommés pourra peut-être couper court à certains débats ou éclairer certains débats. En tout cas, on s'est donné cette possibilité-là. Ouais. Voilà. Ludovic, de ton côté, il y a aussi, et tu le disais avec cette notion de thèse, un apport des sciences sociales et de gestion au-delà des sciences d'hydrogéologie ou d'hydrologie évoquées par Christophe. Oui, absolument. Donc, j'ai évoqué cette thèse il y a quelques années. On va en mener une autre avec INRAE, sans doute à partir du début 2024, avec une ambition qui est de travailler sur la méthode de l'accompagnement dans les territoires pour, comme Nina le présente, construire des récits communs pour penser le futur. Et l'idée de cette thèse, c'est de travailler avec des supports de jeux. Ça a été évoqué déjà un petit peu dans la journée, donc des jeux sérieux. On a développé dans le cadre d'un projet déjà avec la recherche et Bruno en particulier un jeu sérieux autour de la gestion de l'eau. Donc l'idée, c'est de mobiliser ce jeu-là et d'autres encore pour explorer quelles seraient les bonnes méthodes d'animation, d'organisation du dialogue, de concertation, alors comme disait Sébastien, jusqu'à la co-construction de récits communs, avant d'envisager les solutions qui sont à piocher dans la série des 3 piliers que Sébastien a présenté tout à l'heure. De façon à ce que, encore une fois, on ait construit avec les acteurs d'un territoire les conditions d'une acceptabilité des choix qui seront faits dans un deuxième temps, quoi, et pas simplement se dire on concerte, chacun joue son rôle dans sa posture, et chacun puis à la fin, son projet parallèle, voilà, et puis à la fin, pousse sa solution. Voilà, et à la fin, c'est l'affrontement. Donc on fait cette hypothèse-là, et la recherche, pour le coup, elle nous aide beaucoup, puisque elle va nous aider à construire ces approches méthodo, à mobiliser des références existantes par ailleurs, et peut-être des résultats de projets qui se font dans d'autres territoires. Un des facteurs clés de succès, c'est justement l'implication, la participation concrète des acteurs. Est-ce que
Là aussi, il y a des facteurs clés de succès à partager. Est-ce que vous arrivez simplement à leur dire « Venez les gars, on part en réunion, on s'enferme pendant une demi-journée. Vous inquiétez pas, ça va être super ». J'imagine que ça ne suffit pas de dire ça. Alors, au début, ça ne suffit pas, mais une fois que vous avez installé la confiance, l'habitude de travailler ensemble et que vous amenez sur la table des sujets stratégiques et d'intérêt, eh ben, ça marche. Quand la commission locale de l'eau du bassin de l'Hérault a été créée, donc il y a quasiment 15 ans, tout le monde se demandait un peu à quoi ça allait servir. On n'a pas beaucoup de public. Et puis, quand les acteurs ont compris qu'un PGRE, c'est au niveau de la commission locale de l'eau que ça se discutait, que ça se validait avant que ce soit approuvé par le préfet, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de mal à motiver les gens, les élus comme les usagers, agriculteurs. Oui, il y avait la carotte et le bâton, quoi, au cas où. Ah oui, oui, c'est ça. Et là, on est en train de construire les ateliers pour la concertation sur le changement climatique. J'en ai plus à refuser du monde qu'à aller chercher des acteurs. Donc, il y avait peut-être aussi des succès passés oui, dans des gestions de ces problématiques. Il y a le succès passé du PGRE, puisqu'on a eu à régler le problème épineux du partage du volume stocké dans le Salagou. Qui a été douloureux, mais on y est arrivé, et qui est acté maintenant et qui est en train d'être décliné. Donc, avec un succès comme ça, on peut construire de manière un peu plus sereine sur l'avenir. Pour autant, je ne me fais pas d'illusions. On est sur des sujets très sensibles, peut-être un peu moins sensibles qu'à Sainte-Soline, etc., mais on est quand même dans un contexte très tendu. On sort de 2 années de sécheresse monstrueuse, un changement climatique qui nous fait voir l'avenir plutôt sombre. Les négociations et les discussions vont être sévères. Et j'ai déjà vécu, malgré tous les efforts de concertation, etc., des échecs cuisants où il faut tout refaire et repartir sur de la négociation. Et on a perdu 3 mois. Ouais, mais accepter aussi peut-être ce coût de transaction pour permettre d'avancer derrière. Mais comment faire autrement? C'est pas possible. Quand des gens veulent prendre des attitudes complètement radicales, ils les prennent, et c'est tout. Donc voilà, la petite histoire, c'était au début, c'était est-ce que la pollution par les pesticides était inquiétante ou préoccupante? Oui. Donc on est sur des petites subtilités. On a perdu de 2 langage. mois. Alors c'était à l'origine, hein, donc voilà, les gens se marquaient un peu à la culotte. Mais peut-être de l'intérêt de la culture commune, justement pour arriver à qualifier de la même façon les enjeux locaux, notamment au travers, comme tu l'évoquais, gérons déjà ensemble des structures qu'on a déjà, montrons qu'on arrive à se parler et gérer ensemble ces structures, et c'est ça qui nous permettra derrière de se projeter plus avant. Ouais, la culture commune, je pense que ça passe aussi par l'éducation des enfants, des jeunes, et on essaie d'aller dans les écoles. Donc je parlais du jeu tout à l'heure, on a un jeu à destination des primaires par exemple qu'on anime avec une association d'éducation à l'environnement. On a ce jeu là qu'on va essayer de mobiliser dans les territoires, et puis on essaie d'intervenir aussi dans les écoles, expliquer en fait notre métier, expliquer en quoi il y a de la complexité, qu'il faut accepter cette complexité là et les incertitudes associées, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, de façon à ce que les acteurs à un moment donné, quand ils se retrouvent en situation de discuter, négocier, parfois ils aient ce background commun, et qu'on n'en vienne pas à discuter des sujets qui ne devraient pas être discutés à cet endroit-là, parce que c'est des lieux où il faut faire des choix communs, où il faut avancer et se projeter dans l'avenir. Nina, de ton côté, dans le projet Talanoa, j'aimerais que tu reviennes sur justement les conditions de succès de cette mobilisation. Est-ce que déjà vous arrivez à mobiliser tous les acteurs que tu as présentés, ou est-ce qu'il y a certains qui sont un peu à la traîne? Alors déjà, c'est difficile de parler de succès vu qu'on n'en est qu'à la moitié du chemin. Le succès tout relatif qu'on peut mentionner, c'est juste que nos ateliers, il y a une bonne participation d'une 40aine de personnes, avec globalement les principaux intéressés de la question de l'eau. Ce qu'on peut quand même mentionner, c'est pour l'instant une faible participation de la profession viticole. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 0 représentant de la profession viticole. Viticulteur ou plus en aval aussi de la chaîne de valeur? Des caves, coop on va dire plutôt de la représentation de la profession. D'accord. Donc effectivement, on a des viticulteurs, on a la chambre d'agriculture qui est là, je parle plutôt des syndicats.
finalement des gens qui pilotent et qui ont une vision stratégique sur la filière, qui ont besoin de... Et des acteurs peut-être aussi plus en aval, ils sont présents? Oui, c'est ça. En gros, c'est ceux qui sont préoccupés par les problématiques de marché, donc de quantité produite, voilà, selon les segments, donc quelle eau pour quel vin. Et eux, ils font encore un peu défaut en termes de présence. Voilà. Alors oui. Alors donc, est-ce que c'est bon, il y a plein d'hypothèses. Hein, en fait, c'est effectivement, je crois que c'est Sébastien qui mentionnait ça. Il y a, à un moment, c'est tellement politique que finalement venir dans un petit projet européen. Voilà, piloté par des inconnus, pourquoi s'embêter, bon, voilà. Et finalement, on fait notre affaire en parallèle, quoi. Voilà, donc c'est une hypothèse où... Dans les vraies instances. Dans les vraies instances politiques où se font les choses. L'autre hypothèse, c'est que... bon, je parle de la filière viticole, parce c'est la principale culture voilà, dans l'Aude. L'autre hypothèse, c'est aussi que la filière viticole est quand même encore très largement non irriguée. Donc un projet qui s'appelle je sais pas quoi avec eau dedans, bon c'est pas vraiment voilà, c'est pas notre actualité. Voilà, vous avez entendu plein d'autres actualités sur la vigne, les problèmes de distillation, de surproduction, etc. Donc c'est pas à l'ordre du jour. Je pense que sur leur liste c'est pas encore en top priorité dans les concernements, quoi. Et pourquoi tu fais le pari de la méthode que vous proposez et des résultats que vous allez produire? Qu'est-ce qui fait que tu penses que les acteurs, même s'ils y ont participé, vont accepter de jouer le jeu et accepter les résultats produits in fine? Alors, accepter les résultats, ça, j'en sais rien. Je pense que ceux qui auront joué le jeu d'être avec nous tout du long, au moins, ils auront un point de vue et une opinion sur ce qui a été produit au cours de ces 3 années. Les autres, voilà, je ne sais pas. En gros, on a un peu les inconvénients de nos avantages liés à notre indépendance. C'est que, vu que ce n'est pas institutionnel, les gens ne sont pas tenus de venir, et puis nos résultats n'auront aucune valeur institutionnelle. Ils n'ont aucune valeur sociale pour le collectif qui a participé. Donc c'est un peu, voilà, c'est un pari. C'est un pari. Voilà. Et dans les exercices que vous conduisez, les uns et les autres, est-ce que vous arrivez à produire des scénarios qui seraient très en rupture par rapport à l'existant? En commençant par vous, Christophe. Est-ce que les acteurs sont prêts à ça? Alors, c'est clairement dans le cahier des charges de la mission qu'on a demandé, hein, c'est-à-dire d'avoir un scénario sans projet tel qu'il a été déjà présenté et de construire des scénarios disruptifs, je crois que c'est le mot, hein, à la mode maintenant, pour pouvoir faire travailler les acteurs là-dessus. Après, la réussite de la démarche et qu'est-ce qu'il en sortira, eh ben, je dirais on verra, on lance ça jeudi prochain, donc, en commission locale de l'eau. Donc on est tout au début. Je sens en tout cas les acteurs motivés, mobilisés et convaincus de l'enjeu qu'il y a à vraiment se projeter à 2050. Est-ce que on arrivera à travers l'étude de scénario à définir une trajectoire consensuelle, en partie consensuelle? Ça, j'en sais rien du tout. Et avec des paramètres à intégrer qui dépassent le seul cadre local, probablement. Il y a évidemment les paramètres locaux, donc les acteurs locaux pourront s'exprimer, mais il y a des paramètres liés à la prospective qui sont européens, qui sont mondiaux. Il y a le changement climatique, bien sûr, ce qui a des incertitudes. On parlait des leviers, mais la PAC en termes d'orientation de l'agriculture, c'est quand même 9 milliards par an sur la France. Voilà. Donc, voilà. On va peut-être mettre des scénarios d'évolution de la PAC en 2050, mais est-ce que les acteurs se saisiront de comment les acteurs se saisiront de ces scénarios? Je ne sais pas l'anticiper. En tout cas, la volonté est là, et j'espère qu'on arrivera à dégager un consensus qui va nous permettre de mettre en œuvre une gestion de l'eau qui nous permettra de ne pas faire de choix irrémédiables, oui, et d'engager de l'avenir sur une mauvaise pente. Tout l'enjeu est là. D'éviter la maladaptation, un sujet important. Nina, de ton côté, ces scénarios en rupture, c'est presque plutôt une donnée d'entrée. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Je ne me rappelle plus exactement du titre du call de l'appel d'offres Prima, donc il y a un sous-fond de la Commission européenne pour la recherche et l'innovation autour de la Méditerranée. Celui auquel vous avez répondu, le projet Telanoa était lauréat. Celui qui nous finance à 100%. Mais en tout cas, dans notre titre, on a le mot transformation.
de fait. Donc c'est effectivement une donnée d'entrée qu'on s'est donnée. Et après, juste pour rebondir aussi sur ce que disait Ludovic, on mobilise aussi les jeux sérieux. Donc on va dire, on essaie de mobiliser des méthodes particulières pour forcer un petit peu justement le fait de se décaler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à court terme. Et voilà, donc il y a des astuces. Et puis vous êtes dans un territoire de l'Aude qui est déjà voilà, très contraint en termes de déficit hydrique et donc du coup qui est peut-être aussi plus incité à bouger. Oui, alors c'est pour ça qu'on a choisi ce territoire-là. En fait, voilà, on s'aperçoit qu'il y a quand même la plus grosse part du déficit qui va être comblée avec des mesures technologiques. Et c'est vrai que la question finalement, elle est là. C'est est-ce que si on parle de transformation, en tout cas de transformation de l'agriculture, du modèle agricole jusqu'à l'alimentation, etc., la question c'est est-ce qu'avec toutes les mesures plutôt technologiques ou les pratiques qui sont, on va dire, du point de vue des adaptations plutôt incrémentales ou marginales, est-ce que celles-là, elles vont suffire à combler les déficits ou pas et on parle de transformation, enfin en tout cas moi c'est ma lecture, à partir du moment où on a vraiment besoin de repenser à l'aménagement du territoire et à l'économie locale. Un peu plus en profondeur les modèles de production associés. Est-ce qu'on a des premiers résultats? Donc on l'a compris, hein, c'est encore un peu le début de l'histoire, vous n'êtes même pas encore au milieu du gué, mais des premiers résultats, là aussi en termes méthodologiques ou en tout cas des principes qui peuvent être éclairants pour d'autres méthodes à proposer dans d'autres territoires. Ouais, alors les premiers résultats, donc à partir des scénarios qui ont été construits, et les premiers résultats des modélisations à la fois, essentiellement agronomiques, donc avec Martha de Bolini qui a EMA à Avignon, qui développe le modèle agronomique d'estimation du besoin en eau des plantes. On a donc estimé qu'entre les deux scénarios les plus extrêmes, donc le SSP1, qui est, on va dire, une vision plutôt optimiste du développement socio-économique à l'échelle globale versus un monde plutôt libéral et fossile, excusez-moi, j'ai les termes, bref, où on n'est pas très bon sur la décarbonation. On a un facteur de 1 à 2 sur la demande en eau qu'on associe là, avec nos hypothèses qu'on a travaillées en atelier. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, l'évolution du forçage climatique à l'horizon 2050, il est à peu près du quart de ce que pourrait représenter un forçage socio-économique, donc l'évolution de la demande en eau. Donc c'est pas nouveau, il me semble que le projet, par exemple le projet Vulcain, qui a plus d'une dizaine d'années, montre exactement ça. Donc c'est pas un scoop hein, que les changements socio-économiques vont induire une évolution de la demande qui est bien plus importante que les forçages climatiques. Et c'est notamment en discutant avec toi quand même, l'interprétation qu'on peut en avoir, c'est que du coup c'est une formidable motivation pour l'action. Ça veut dire que le levier, en fait, il n'est pas uniquement à l'échelle macro avec la réduction des émissions, mais également à l'échelle locale de ce qu'on veut faire de ce territoire. Parce que c'est, en tout cas là, les premières estimations, c'est du simple au double en termes de demande en eau. Donc l'écart entre les scénarios est plus grand que l'incertitude qu'on a sur le climat. C'est aussi ça? C'est ça. Ça veut dire que les évolutions socio-économiques pèsent plus lourdes que celles des trajectoires du climat. Voilà. Par exemple, là, on est allé un peu vite sur la quantification, mais j'ai voulu le pousser pour voir ce que ça donnait, parce qu'à l'échelle de la participation, c'était resté relativement qualitatif, et on a un facteur de... Ludovic, je sais que tu voulais revenir encore une fois sur cette notion de culture commune et puis dissocier 4 temps dans les démarches de concertation, qui me semble être un point de conclusion un peu intéressant, avant de revenir sur une question de l'incertitude qui tenait à cœur d'Anina. Oui, encore une fois, dans cette thèse qu'on avait menée, on avait conclu que on a ce temps de la planification qui est aujourd'hui très bien maîtrisé en France. On en a plein d'exemples dans tous les domaines. On fait de la planification, de la concertation avec des plans à 5 ans. Ça, c'est très institutionnel. Ça existe, encore une fois, c'est nécessaire. C'est encadré d'un point de vue réglementaire. Et c'est encadré, voilà. Ensuite, découlent de ces plans-là les projets eux-mêmes. On a le temps des projets qui ont une autre dynamique, y compris réglementaire et de concertation, c'est-à-dire qu'à nouveau, il faut réaliser des études, concevoir, etc., les enquêtes publiques, etc., etc. Et nous, on se disait qu'il doit y avoir un temps en amont de ça, en amont de la planification, qui est le temps justement de l'acculturation, c'est-à-dire pouvoir prendre ce temps d'apprendre quels sont les enjeux. Alors on parle d'eau, mais on a évoqué tout à l'heure l'alimentation, l'énergie, l'émission des gaz à effet de serre, etc. Ce temps-là en amont, presque un temps permanent,
qui permet de créer des conditions pour que à la fois les concertations dans les moments de planification, puis les concertations sur le temps des projets, se déroulent peut-être un peu moins mal que dans certains cas aujourd'hui. Et en s'appuyant peut-être sur les temps justement de gestion. Et voilà, donc le quatrième temps, c'est celui où finalement on a quand même réussi à faire des choses, parce que dans ce pays on a quand même réussi à faire beaucoup de choses, et c'est finalement une richesse que de pouvoir utiliser les réalisations pour à nouveau préparer l'avenir et se dire voilà, ce qu'on a aujourd'hui, ça rend tel et tel service, ça a peut-être tel et tel défaut, et donc on continue de s'acculturer, de comprendre comment tout ça fonctionne et quels sont peut-être les nouveaux enjeux auxquels il faut faire face, et donc on reprépare le cycle de la concertation amont, la culturation, avant les séquences de planification et de développement des projets. Moi, je trouve que l'eau, finalement, c'est un bel objet pour faire ce genre de choses, parce que c'est un objet qui va concerner tout le monde. On a parlé de bien commun, je ne sais plus qui a évoqué le sujet tout à l'heure. Et je crois que, encore une fois, tu évoquais, Nina, le progrès technique, les solutions techno-économiques. Il faut qu'on arrive, je pense, grâce à l'eau, à se dire ces progrès techniques, il faut qu'on le mette à profit pour faire aussi du progrès socio-environnemental. Au service de ce progrès socio-environnemental partagé, on l'espère. Et Nina, pour conclure, c'est bien un exercice de prospective et pas un exercice de prédiction. Donc il y a quand même des marges d'incertitude qui restent quand même très importantes. Tout à fait. Après, je pense qu'on a suffisamment parlé d'incertitude aujourd'hui, donc tout le monde en est convaincu. Je ne vais pas remettre une couche, mais peut-être juste se dire qu'après, effectivement, une idée aussi, c'est vraiment d'accepter, dans la phase plutôt de passation, même d'acculturation des résultats, donc de vraiment maintenir c'est une culture de l'incertitude en fait qu'il faut réussir à passer aux décideurs et aux citoyens et aux élus, etc. Et qu'effectivement, de dire que les scientifiques ils devraient plus être capables de donner des réponses tranchées, parce qu'en fait, à chaque minute qui passe, cette incertitude évolue. Et le pendant aussi, c'est de réfléchir à des politiques publiques, des systèmes de gestion, des PGRE, des PTGE, qui prennent en compte cette incertitude et qui sont eux-mêmes capables d'être réadaptés au fur et à mesure qu'on avance. En produisant des scénarios peut-être plutôt robustes à cette incertitude, et du coup résilients à une incertitude, plutôt que des scénarios a priori optimisés qui, eux, sont peut-être plus fragiles. Oui, alors ça, effectivement, c'est le pendant évaluatif. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on ambitionne de faire dans Talanoa aussi, c'est de dire, une fois qu'on a construit ces scénarios, on a des modèles pour évaluer ces scénarios. Et là, dans l'évaluation, prendre en compte cette incertitude et peut-être préférer des scénarios qui ne sont pas tout le temps très très bons, mais en tout cas qui évitent les pires moments. Donc, c'est les concepts de robustesse. Merci à tous les trois. On va prendre une question de la salle, s'il y en a une qui brûle vos lèvres. Paul-Édouard, étudiant du M2 Eau et Agriculture. C'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour vous remercier pour ce que vous nous avez dit de votre travail. Je trouve que c'est plein d'espoir et ça donne envie vraiment de travailler sur ces sujets-là, quelle que soit la manière de le faire. Bon, difficile de prendre une autre question ou un autre commentaire après ça. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Du coup, je vous invite à retourner en salle.